des souvenirs qui demeureront à jamais inoubliables. Pour le 80e anniversaire de la Libération, la commission pour l'organisation de cette commémoration avait souhaité en effet que j'entre en contact avec le dernier vétéran belge. Et c'est ainsi que j'ai eu le privilège, le plaisir et même l'honneur d'interviewer en février dernier à Mereuil, en province d'Anvers, Victor Hannes, alors âgé de 99 ans. Monsieur Victor Hannes a désormais fêté, nous sommes bien d'accord, France, ses 100 ans le 26 juillet dernier. Ça a d'ailleurs été une belle fête, me disais-tu tout à l'heure. Bien, avec plus de 300 personnes, c'est bien ça, qui sont venues pour fêter le centenaire. Pour l'interview, comme Monsieur Victor Hannes est néerlandophone, j'étais accompagné par un professeur de langue retraité, Jean-Pierre von Wiesberg. À ce moment-là, je ne savais pas que son fils, Fons, qui était également présent lors de la rencontre, maîtrisait fort bien la langue de Molière. Vous allez d'ailleurs le constater juste après. L'histoire de Victor Hannes est vraiment particulièrement émouvante. Comme tous ceux qui ont participé à la guerre, ce n'est que très récemment qu'il a commencé à évoquer ce qu'il avait vécu en Angleterre, puis lors de la libération de la Belgique. Il avait en effet plus de 90 ans lorsqu'il a commencé à témoigner. Il est véritablement de notre responsabilité collective de préserver les récits, les souvenirs et les leçons de cette période sombre de l'histoire humaine. Les témoignages des survivants, les archives, les photographies et les documents nous rappellent les horreurs de la guerre, mais aussi la résilience et la solidarité qui ont émergé de cette épreuve. Son fils, désormais, s'est donné comme devoir de témoigner lui aussi des actions de son cher papa. C'est un devoir de mémoire, c'est un devoir tout à fait fondamental, c'est un devoir tout à fait essentiel. La rencontre avec ceux qui ont vécu les événements est la meilleure façon d'apprendre. La rencontre avec des témoins en chair et en os est la meilleure manière de sensibiliser les personnes. C'est d'ailleurs en ce sens que M. Hannes rencontrera les enfants des écoles de Pruneau demain durant toute la journée. La vie de M. Victor Hannes, qui vous sera relatée, montre aussi et surtout qu'on ne peut jamais véritablement échapper à son destin. Mais je n'en dis pas plus. Au terme de la conférence, un débat peut s'installer éventuellement si vous avez des questions à lui poser, à nous poser. Je terminerai mon introduction en citant toutes les personnes qui se sont réunies vraiment très régulièrement pour célébrer au mieux ce 80e anniversaire. Voici donc la liste des membres de cette commission, une initiative de l'échevinat des affaires patriotiques de Pruneau, Yasmine Le Sœur. Outre Yasmine, mesdames Annabelle de Wolf, Michel Dumoulin, Véronique Imbert, Clara Urbain, Chantal Verrier, Pauline Zikalinska, messieurs Daniel Detourné, Guy Dobelard, Michel Doyen, Grégory Gérard, Alain Urbain, Pierre Legrain, Pierre Waquier et moi-même. Un merci tout particulier à Madame Chantal Verrier et Monsieur Jean-Pierre Marichal, secrétaire national de la Brigade Piron, de m'avoir mis en relation précisément avec Monsieur Victor et M. Fons Hannes. Merci au Cercle d'Histoire de Pruneau pour la richesse vraiment et la qualité des documents présentés ici dans ce chapiteau. Merci à François Allard, responsable de la Maison des médias à Pruneau, d'avoir installé ces deux écrans qui nous permettront de suivre de manière optimale cette conférence. Merci également d'avoir improvisé un micro qui est tout à fait essentiel pour le bon confort de vous et de nous-mêmes. Merci aux sonorisateurs. Merci enfin aux personnes de l'administration communale et aux ouvriers communaux d'avoir si bien mis en exergue les héros de l'entité. Mais voilà, assez parlé, je cède alors la parole à Fons, qui parlera justement de la vie de son père. Fons, n'hésite pas, si parfois tu hésites sur un mot français, ben peut-être que dans ma petite mémoire, je parviendrai à le retrouver. Jean-Luc a déjà dit, je suis Fons Hannes, je suis le fils du dernier vétéran.
de la brigade Péron. Je vais ajuster un petit peu parce qu'il y a encore des autres vétérans mais qui sont venus dans la brigade depuis Bruxelles. Mon père est le seul qui est débarqué en Normandie, qui faisait part de la brigade Péron, qui ont libéré le Pont-Fleury. Ça c'est formel maintenant. Mais bon, comme vous voyez sur l'écran, ça dit de laatste getuige Victor Hannes, le dernier témoin Victor Hannes. Il y a quelques ans, un journaliste du Gazette de Morgen est venu chercher mon père. Il voulut écrire un livre concernant la brigade Piron, mais il avait contacté un certain Louis Marchal, qui est aussi le dernier, à l'époque-là, le dernier vétéran de la brigade Piron. Mais Louis, il a refusé de dire je suis aveugle, je n'entends plus, ça ne sert à rien de m'interviewer parce que je ne sais plus raconter l'histoire. Et avec la mort de comment s'appelle la chanteuse britannique qui chantait pour... non, pendant la guerre. Vérolyn. Le début de ça, le mort quand Vérolyn est décédée, les journalistes du VTM sont venus chercher mon papa pour demander une réaction. Et c'était le début de toute l'histoire. Parce qu'à ce moment-là, c'était la première fois que mon papa était connu au moyen de la brigade Péron et de renseignement historique. Et puis le journaliste est venu, il m'a contacté et c'est est-ce que tu crois que c'est encore possible de parler avec ton papa? Je dis, viens pas, hein, viens, on verra. Hein. Et c'était étonnant comment il se souvenait encore de toutes les choses, même en détail, des choses qui ont passé 75 ans plus avant. Donc le résultat est le livre. Ça c'est une photo de journaliste, c'est mon papa. Et le gamin derrière, c'est moi. Le résultat était le livre, le dernier témoin, comment je libérais la Belgique avec la brigade Piron. Presque 5000 livres sont vendus à ce moment. Ça c'est mon père en uniforme militaire. Mais le jour que les interviews pour enfin tenir les livres ont commencé, je ne savais presque rien de l'histoire de mon père. Ce que je savais, c'était qu'il a été en Angleterre, qu'il a vécu en Angleterre, qu'il a échappé en Angleterre, qu'il a débarqué en Normandie, que mon grand-père a été décédé en Angleterre à l'âge de 44 ans. Et quelques informations concernant ses copines qu'il a rencontrées là-bas. Parce que n'oublie pas, à l'âge de 16 ans, parce que mon père était 16 ans qu'il a échappé à la direction Angleterre, la vie en Angleterre, quand le gamin de 16 ans, il est même comme ici. Que ça fait aussi qu'elle jouait au foot chez FC Hockland, un team local, une équipe locale là-bas, et qu'il était un pas mal de joueur de darts, parce qu'il racontait tout le temps. Il a déjà fini, une fois il a fini le match avec 142. Il paraît que c'est pas facile de faire, de finir le match en 142, c'est bon. Qu'il était arrivé en Angleterre et qu'il a vécu en distantes places. Il était externalisé comme réfugié chez quelques familles en Angleterre. Et le nom du gars Piron et Gérald Péron est tombé souvent. À l'époque-là, j'étais un gamin, j'étais vraiment très intéressé à l'histoire de ma famille. Ça ne disait pas beaucoup. Mais maintenant, avec tout ce qui se sait maintenant, ça a ouvert une toute nouvelle histoire pour moi. Et c'est tout est commencé avec cette photo. Cette photo. Mon père est celui-ci, le plus âgé. La photo est
Bruxelles, et de Bruxelles, ils se sont enfoncés direction Hollande. Cette photo est prise dans un jardin à Torre. Mais cette photo a été aussi montrée pendant la célébration du 57e anniversaire de la libération de Meyran. Et un type, c'était Rudy Van Awer, qui s'occupe de l'histoire de la brigade Billon, qui est un ancien militaire du bataillon de libération à Bourg-Léopold, est venu chercher mon père, elle a découvert mon père, elle est venue chercher mon père pour l'interviewer, pour faire l'interview aussi. Et il avait avec lui aussi le livre des journaux des officiers. Et à ce jour-là, c'était chez moi, le colonel qui accompagnait Rudy, avec les journaux des officiers, a dû corriger les journaux. Parce que dans les journaux, à un moment donné, l'officier a écrit, nous avons traversé la rivière, canal, la rivière de Wessel. Mon père dit, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et l'ancien colonel a posé la question 2, 3, 4 fois, dans ce montant. Enfin, mon père a dit, c'est la 4e fois que tu le demandes. Quand je dis qu'on n'a pas traversé la rivière, on n'a pas traversé. Moi, j'étais là, tu pas. Et bon, c'était clair. Donc, je veux dire, avec cette anecdote, l'importance de son témoignage. Parce que souvent, les officiers écrivaient dans leurs journaux seulement les choses positives. Je sais une fois que le bataillon est capturé par les Allemands parce qu'ils sont marchés directement dans le camp des Allemands. C'est jamais écrit dans les journaux. Hein. Mais bon. Dans les années 60, 70, le meilleur copain de mon père travaillait comme civil dans l'armée belge à Bourg-Léopold. Un jour, un livre est publié, et c'était la chronique de la brigade de libération de Bourg-Léopold, un chronique. Et son copain a acheté le livre et l'a donné comme présent, comme cadeau à mon père. Et un jour, il est en train de lire dans le livre, et il voit la photo que j'ai montrée, il voit la photo, et c'est ça va. Et puis, il y a un genre de Malines qui lui a écrit une lettre aussi. Voilà, il a fait un appel dans les journaux parce qu'il était en train de faire de redécouvrir comment les soldats de la brigade Bellon ont été tués ou ont été morts. Et il y a un seul nom qui ne pouvait pas, il ne pouvait pas trouver rien de ce mort. Et ce type, c'était Jeff Hancock, et c'était le meilleur ami de mon père. Ils ont eu leur éducation militaire ensemble en Angleterre, et ils ont toujours dormi dans la même tente, donc ils le connaissent très bien. Mais l'histoire de Jeff Hancock est qu'une fois à Thorn, il était dans une patrouille. La patrouille est venue pour chercher les Allemands. Il n'est jamais retourné. Donc il était disparu. Disparu. Mon père n'a jamais entendu rien de Joseph Hancock. Mais en 2015, on l'a retrouvé. On l'a retrouvé à Hollande. Et on l'a réenterré à Maastricht, à la cimetière de Maastricht. Et sur YouTube, il y a un film très impressionnant de la réenterrement de Joseph Hancock. Mais mon père ne savait pas ça. Justement, après, tout l'histoire a commencé avec le livre, ça, on a raconté, on l'a retrouvé. Et je peux le dire, il était vraiment très émotionné, parce que c'était son compagnon, on l'a retrouvé après 70 ans. Bon, son uniforme. L'uniforme de mon papa n'a jamais quitté l'armoire. Jamais. Jusqu'à 2019. La commémoration, 75e fin de la guerre. Le président de l'organisation des anciens combattants à Meyran est venu chercher mon père pour demander
demandé s'il voulait participer dans la parade. Au début, il ne voulait pas. Mais j'ai réussi à le persuader, papa, c'est le 5e anniversaire, on fait ça pour toi. Ah bon? Et ok, je le fais. Il a donné la première fois son uniforme à quitter l'armoire pour être disposé en exposition dans l'église en Europe. C'était la première fois. Mais bon, le parade, à ce moment-là, pas de problème, mais comment on peut monter un type de presque 90 ans dans un jeep militaire? Pas facile, pas un jeep militaire, un commando, véhicule de commando. Hein. Ce qu'on a fait là, c'est j'ai construit un escalier avec des contenants de biège. Et j'ai demandé 2 assistants pour lui aider, pour le mettre dans le commando car. Et le jour de ça c'était le jour de sa vie. Hein, parce que les rues, le temps était comme maintenant, vraiment chaud, il y a beaucoup de soleil, beaucoup de gens, des centaines de gens dans la rue. Et il se souvient encore comme c'était la plus heureuse expérience de sa vie. Il le dit encore. En plus, dans le jeep, il y avait à côté de lui 2 dames gracieuses. Charlie a aidé aussi Bon, mais avant la guerre, mon père est né à Meaux. Meaux, que tu connais peut-être le site nucléaire là. Dans sa famille, il y avait 4 enfants et il vivait en grande pauvreté. Je dois avouer ça, en grande pauvreté. La grande dépression des années 30. Mon père me raconte qu'à l'époque-là, quand les repas étaient souvent 2 œufs dans la poêle, divisés en 4, pour les enfants, pour les parents, c'était la graisse avec la saumade et 2 tartines. C'était tout. C'était les années 30. Mais à l'âge de 14 ans, mon père travaillait déjà. Donc, à un moment que la Seconde Guerre mondiale commence, il avait un bon vie. Hein. 4 enfants, il travaillait, les 4 travaillaient dans les usines. Mon grand-père était un mineur, il travaillait dans le charbonnage, donc il avait une très bonne vie. Il avait une vache, un grand jardin. Mais là, la Seconde Guerre commence et mon grand-père n'hésite pas. Parce qu'il se souvient encore de la Première Guerre mondiale. Il a vécu la Première Guerre mondiale. Il n'hésite pas de prendre l'eau. Nous devons partir et d'un jour à l'autre, on disait bon, nous devons partir, mais le frère de mon père, Frans, il était déjà convoqué pour se présenter pour l'armée belge à Eeklo. Mon père pensait qu'il devait aller aussi, mais mon grand-père dit non, tu n'as parce que par 16 ans, tu restes chez moi. Donc ils sont partis en Meaux. Mais pas seul, parce qu'à l'époque, c'était une communauté, les gens, le soir, ils étaient dehors, après avec l'autre et tout ça. Et ils se sont rassemblés à l'école, à Mont-Heidehazen, et ils sont partis avec entre 16 et 20 personnes, direction la France. La direction, ils ne savaient pas encore où ils allaient. Hein. Mais on a dit, ben, les Allemands sont là. Une fois que tu vas traverser le canal Robert, tu es en pleine sécurité. Le canal Robert n'était pas trop loin de Meaux, donc ils sont partis. Mais le problème était que ma grand-mère ne savait pas rouler la bicyclette. Et ma tante n'avait pas de bicyclette. Donc mon père, son père, et mon grand-père roulaient la bicyclette. Et leur devoir était de chercher un abri, logement et nourriture pour le groupe qui suivait à la fin de la journée. Mais bon, on avance,
avance, et à un moment donné, on est à Ypres. Mais comme le premier de le groupe avançait en bicyclette et les autres pas, ils se sont séparés. Donc ma famille s'est séparée pendant l'exode. À un moment donné, on arrive à Rouen, et là on dit, les autres, mes belles disaient, pas de problème, on va chercher les autres avec des camions. Mais les camions ne sont jamais arrivés. Donc ma famille est arrivée à Ypres, puis de Ypres à Rouen. À Rouen, on l'a mis sur un train, direction de Cherbourg. Une fois à Cherbourg, il était bloqué dans un camp de réfugiés. Personne ne pouvait entrer ni sortir. Mais il était là, mais la moitié de la famille, parce que la sœur de mon père, sa mère, était encore derrière elle, et le frère était convoqué par l'armée belge. Mais une fois dans le camp de réfugiés, il n'y avait pas de choix. Un bateau est arrivé pour décharger des trucs militaires, des soldats, aussi des matériaux militaires, et immédiatement, tous les réfugiés ont été obligés d'embarquer vers le bateau. À ce moment-là, mon grand-père se disait qu'ils étaient en train de voyager vers l'Angleterre. Parce qu'il a toujours cru que pendant l'exode, la destination était la suite de la France. À ce moment-là, il se dit, bon, le bateau, il ne faut pas un bateau pour aller à la suite de la France. Pas de problème. Grand problème, parce que pendant le voyage direction l'Angleterre, il commence à se penser, mais qu'est-ce qui va passer quand tu as des enfants? Ta femme et 2 enfants sont quelque part en Belgique. Moi, avec mon fils, avec ma fille, sont en train de voyager direction l'Angleterre. Il est en guerre, le monde est en guerre. Pas de communication. Il faut penser un petit peu que quel drame c'était pour lui. Hein. Mais bon. À un moment donné, il arrive en Angleterre. Et ils sont ressemblés à... Cette photo, c'est mon père, c'est ma tante. C'est ma tante. Ça, c'est... Je ne connais pas, mais ça, c'était sa fiancée, sa première fiancée en Angleterre. C'était Madame Meinhardt. Il parle encore souvent de Meinhardt. Il dit souvent, quand la guerre est finie un petit peu plus tôt, c'était bien possible que nous se sommes mariés à l'époque. Ça, c'est l'idée maintenant. Ça, c'est où il a travaillé. Ça, c'est l'usine de Lakenheath. La première place où ils ont été installés, c'était à Bromley-Kent. Mais ce n'était pas la meilleure adresse pour elle. Parce que la famille était très conservative. Hein. Il allait au messe chaque jour. Mais ma famille n'était pas vraiment religieuse. Donc, il y avait une certaine tension entre la famille et ma famille. Et mon père disait toujours qu'il n'avait pas assez de nourriture pour eux. Les repas étaient vraiment très faibles. Et un jour donné, mon grand-père est allé chercher la madame là-bas de la maison. Tu vois, chaque jour dans la messe, mais nourriture pas, il a dit. Et donc, ils sont déménagés vers une autre adresse. À un moment donné, il arrive à Louisa. C'est à Lakenheath. Ça, c'est l'usine. Mon père a travaillé avec son père dans une usine de chicorée. Mais la première adresse à Lewisham
était pas suffisant parce qu'ils voulaient échapper à la guerre, le bombardement aussi, ils ont quitté leur maison. Donc ma famille devait déménager vers une autre place. Et il arrive à Lewiston. Et c'est là qu'il a rencontré son premier plan d'amour. Mais les gens qui étaient partis ensemble de Meaux en Essonne vivaient dans la même région. Et chaque soir, ils revenaient pour parler avec l'un et l'autre, pour tenir le contact. Et chaque jour, il y avait des contrôles par les Air Wardens, les soldats avec les casques blancs, pour contrôler s'il n'y a pas de lumière, pas d'espionnage et tout ça. Et souvent, ils devaient se cacher aussi pour le bombardement. Dans un abri. Bon, l'abri, c'est un gros mot. C'était pas plus que quelques poutrelles en moins, avec un petit peu de sable là. Donc, mais il y avait une certaine protection. Il me dit que parfois il y a des bombardements à 100 mètres de leur abri. À un moment donné, certain monsieur de Koch, un entrepreneur de Flandre orientale, on me dit qu'il est venu, parce qu'il était en train de chercher, il voulait chercher des travailleurs pour travailler dans son usine de sécurité. Et il avait entendu qu'à l'ISM, quelques réfugiés étaient arrivés là. Il est venu. Et bon, mon père et son père étaient vraiment très intéressés parce qu'ils sont mis un petit peu à Londres. Parce qu'ils n'avaient rien à faire, ils ne pouvaient pas travailler non plus. Ils sont mis un petit peu. Et du moment que l'offert lui a donné de venir travailler chez M. Decaux, ils n'ont pas hésité. Donc ils ont travaillé les deux dans cette usine. Ça existe encore, hein? Ça existe encore. Dans le bâtiment. L'usine ne fonctionne plus, mais le bâtiment existe encore. C'est une image de mon père à Londres. Beaucoup de photos que j'ai retrouvées, je ne savais pas qu'il était là. Là, je vois que c'était mon père, mais je ne savais pas que c'était mon grand-père aussi. Et après son témoignage, beaucoup est devenu clair. Parce que chaque photo que j'ai retrouvée, je connais maintenant les gens qui sont sur les photos et je connais l'histoire. Ça, c'est Pauline Johnson, aussi une de ses copines de l'époque. Mais bon, quand j'étais à Lekenried, comme j'ai déjà dit avant, la vie d'un jeune de 16 ans était la même ici. Il y avait des cafés, il y avait des thés dansants. Parfois, il y avait des tournois de foot et tout ça. C'était le même comme en Belgique. Mais à l'époque, quand il travaillait dans l'usine, il méritait 2 livres par jour. 2 livres, on le transforme à un moment, c'était une fortune pour le moment. Hein. C'était une fortune, donc il méritait beaucoup d'argent pour le gouvernement. Mais ils habitaient, au début, dans des wagons de train. Mais parce que M. Decaux, ils se rendaient compte, quand je peux regarder ce clip, ils travaillaient très fort, ils sont très forts. C'est mieux de le loger dans des appartements. Les appartements, je vous remonte, il a construit 5 ou 6 petites maisons pour son travailleur. Donc, après le wagon de train, ils ont vécu dans une maison. Et très proche de l'usine était aussi un aéroport avec des avions militaires. Et dans les cafés locaux, les pilotes venaient aussi. Hein, et un des propriétaires des cafés avait prévu une chambre pour que le pilote et sa femme peuvent se barrer là. Mais de temps en temps, la femme était là, mais le patron devait aussi donner le nouvelle que le pilote n'a pas retourné de son mission. Donc il y avait beaucoup de tristesse, beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de tristesse.
père prétend qu'il était un très bon danseur. Son spécialité était le waltz anglais, English waltz. Je n'ai jamais vu, mais je pense qu'il était le meilleur danseur de tout Angleterre, quoi. Et les femmes m'ont plusieurs fois dit, you are a clever boy. Donc je pense à toute la vérité. Mais bon, la vie civile termine. À un moment donné, il reçoit la convocation pour se présenter à l'ambassade à Londres, l'ambassade de Londres, pour commencer son service militaire. C'était dur pour mon grand-père, parce qu'à l'époque-là, il était devenu aussi malade. Il était dans l'hôpital aussi, parce qu'il travaillait dans des fours, et les gaz de charbon ont affecté cette mort. Mais du moment que mon père a reçu sa convocation, mon grand-père était à l'hôpital, et il a visité son père le dernier fois. Imaginez-vous que mon grand-père était dans l'hôpital, il ne parlait pas l'anglais, il était très malade, très dur à respirer. Et le dernier mot qu'ils ont dit à mon papa, c'est « Soyez plus mon fils ». Et puis là, il a décidé. 26 août 1943, mon père est entré dans l'armée dans un centre d'éducation à Walton Hall, c'est près de Wellsbrook. Après quelques jours, il a rencontré quelques amis. Un des amis était Matezevich, c'était un juif qui habitait en Canada, mais qui était venu pour joindre l'Amérique. Mais il était un juif, on avait beaucoup peur, parce que les juifs étaient brutal pour les Allemands. Et en plus, il a rencontré là-bas Jeff Hancock, dont je vous avais raconté au début de la conférence. Il a aussi rencontré ce lieutenant, c'était le lieutenant Robert. Le même âge que mon père. Et jusqu'à ce jour, aujourd'hui, chaque fois, quand il parle de Robert, il commence à pleurer. Il est vraiment très émotionné parce que c'était un lieutenant qui était vraiment au milieu de cette troupe. Il est vraiment très émotionné quand il parle de Robert. Parce que pour lui, Robert était le héros. Il a eu une instruction pour tirer sur le Bren gun, fusil automatique. Et dans le garde pigeon, il y avait aussi un cinquième peloton. Un peloton des légions étrangères. Les légionnaires, pas des mecs simples. C'est une anecdote que je me raconte maintenant. Un jour, un soldat de la Légion a demandé à mon père de prêter lui de l'argent pour aller en Syrie. Mon père n'a pas refusé, a donné l'argent. Après quelques jours, il a demandé à un légionnaire ce que tu me rends encore le livre. Mais la troisième fois, le légionnaire n'a plus répondu. Et mon père pensait que ça suffit pour moi. Il peut garder son livre, il peut garder, je ne vais plus demander. Mais bon, ça commence, l'éducation militaire commence, et on la côte, on a reconstruit un village normandique. Pareil que le village normandique, parce qu'une fois qu'ils ont débarqué à Normandie, ce qu'ils savaient, c'est que je l'avais rencontré en Normandie. Il a pu tirer avec l'Enfield. Et en 1944, la brigade est déplacée vers Lowestoft, mon père dit, bah, je sentais que quelque chose passe. On n'a jamais parlé de l'inversion de la France, jamais. Mais il sentait que quelque chose va passer dans quelque temps.
ministre Jean est venu, disant, soldats, demain matin, 5 heures debout. Et puis, mon père s'est dit, bon, c'était le jour que nous allons partir. Bon, ils ont embarqué à New Haven, ils ont déplacé avec le train de Gretiamet à New Haven, embarqué sur un bateau, direction la France. Et mon père dit, bon, le voyage a duré 10 heures, parce qu'il n'avait pas pris le chemin direct, parce qu'il est venu partout il devait se naviguer vers le canal sécurisé. Mais pendant le voyage, j'ai toujours pensé à mon père. J'ai pensé à mon père, qui était dans l'hôpital. J'ai pensé à ma mère, ma soeur, qui était encore en Belgique. Mon frère, qui était convoqué par l'armée belge. Et ma soeur, qui est venue, qui est restée en Angleterre. Ça, c'est tout ce que j'ai pensé pendant le voyage, direction de la France. Mais bon, ça passe et arrive à Orange. Et le jour qu'il arrive, il entend déjà le bruit de la fusille et des canons. Mais le premier jour, ils étaient encore sur la plage. Mais il dit, le second jour, nous étions déjà dans le combat. Il a replacé le Paras britannique, qui était sur la première désembarcation, mais il était fatigué et il voulait être replacé. Et c'était la brigade pilote qui a replacé le Paras. Mon père dit, c'était pas agréable de marcher en France, parce qu'en chaque ville que tu vois, il y avait un mort en Suède. Il y avait des cadavres d'animaux, mais aussi des cadavres de gens. C'était un visage, je ne peux jamais oublier ça. Et tu dois marcher, et tu sais que tu marches sur le corps des soldats tués. Une histoire qui me raconte, c'est un jour, un patron, cela, c'était le lieutenant Van der Mottler, avait pris un patron pour aller chercher les amants, et il marche sur une mine. Il est gravement blessé. Et mon père dit, je vois encore que l'aumônier, avec le drapeau de Croix-Rouge et avec 2 grands canadiens, ont évacué le lieutenant. Parce qu'il est en plein combat. Du moment que l'aumônier monte le drapeau de la Croix-Rouge, les feux se taisent, et les grands canadiens, avec l'aumônier ont évacué le lieutenant. Il est décédé après, mais quand même, on a pu évacuer le corps du champ de combattant. Et puis, pendant la campagne de Normandie, il reçoit la nouvelle que son père est décédé à l'hôpital de Pantin. Il demande encore quelques jours de congé pour régler l'entraînement, mais le commandant dit, mais Victor, mon père disait, entraîner, qu'est-ce que tu peux faire encore en Angleterre? Et puis il a réfléchi, un jour, je resterai chez ma unité parce que vraiment, ça ne sert à rien d'aller à Londres parce que tout est déjà réglé. En général, en Normandie, ils ont rencontré très peu d'Allemands parce qu'ils étaient déjà en train de se retirer. Mais quand même, il était en feu plusieurs fois. Même avec les Allemands retirant, de temps en temps, ils étaient encore en feu. Et puis, ils ont avancé jusqu'à Honfleur, et puis avancé jusqu'à Le Havre. Et Le Havre, c'est un point décisif dans l'histoire des brigades. Parce que, au début, la brigade a reçu le commande d'attaquer Le Havre. Et au dernier moment, les plans ont été suspendus.
suspendu parce que c'était aussi une décision politique. La première décision politique était que la brigade Ballon ne pouvait pas débarquer avec la première sur la plage de Normandie le 6 juin, parce que s'il avait fait, on pouvait tuer presque tout. Et le gouvernement voulait absolument que la troupe belge libérait Bruxelles plus tard aussi. Ça commence déjà à la première débarquement à Normandie. À Le Havre, on a pris la décision d'avancer vers Bruxelles. Parce que Le Havre était encore une forteresse de la Allemagne, et pour conquérir Le Havre, beaucoup de succès. Donc la décision a pris, non, il faut avancer en direction Bruxelles. Et puis ils sont passés ici, en direction Bruxelles. Donc, ils se sont arrêtés quelque part à Edingen. Je ne sais pas où c'est. Edingen, c'est très près ici. Là, ils se sont arrêtés pour se préparer pour entrer à Bruxelles. Donc, c'était le 4 septembre, la grande entrée de Bruxelles. Ce sont des bateaux sur lesquels ils ont traversé le canal. Ça, c'est l'itinéraire qu'ils vont faire pour libérer la côte fleurie. C'est l'entrée à Bruxelles. Tu vois, il y a du monde. C'est le trou carrier dans lequel mon père est. Ça, c'est sur le lieutenant Robin. Et avec le lunettes, c'est ma TG. C'est comme mon père est dans le camion parce qu'à l'époque, il était très triste. Son père est décédé. Pas de nouvelles de sa sœur en Angleterre, pas de nouvelles de sa mère en Belgique, pas de nouvelles de son frère, de notre sœur. Donc il n'avait pas beaucoup de raisons pour fêter. Il était heureux parce que à l'époque là, Bruxelles était libéré, ils étaient libres, mais les sentiments de tristesse étaient plus forts que les sentiments de joie. Le temps qu'ils sont arrivés à Bruxelles, les gens étaient très heureux dans la rue. Ils venaient avec des fleurs, les filles avec des fleurs. Mais aussi, les soldats ont été invités aussi chez les familles pour prendre un repas là-bas. Il y a des gens qui étaient dans la rue, par trois. Les soldats étaient invités par trois pour aller manger chez les familles. Sans être famille, ils ont seulement invité les soldats. Mon père est allé aussi, mais à un certain moment, la brigade reçoit le commande d'avancer direction Hollande. Et je sais qu'il m'a raconté, quand il était à Bruxelles, les familles de soldats de Turnhout, parce qu'il y avait beaucoup de gens aussi de Herentals et de la campagne en général, les familles ils sont venus à Bruxelles pour rencontrer la famille. Après quelques jours, on a reçu la commande d'avancer vers Hollande. Donc, lundi 11 septembre, la brigade quitte Bruxelles et va direction Hollande. À Louvain, Ist, Bourg-Léopold. Et à Bourg-Léopold, il s'arrête. Le père dit, quand ils sont arrivés, le premier carrefour, il y avait encore un cadavre d'un civil qui a été tué il y a 15 minutes avant, sur le toit. Et à Bourg-Léopold, il n'est pas très loin de Mont. Donc, la nouvelle va vite. Donc, à un moment donné, son oncle est venu avec sa bicyclette pour lui parler, pour parler avec mon père qui était à Bourg-Léopold. Et le lendemain, mon père a prêté une bicyclette d'un agriculteur là-bas. Et c'est la première fois, après 4 ans, qu'il est retourné à Mont.
qui retourne à Meaux, c'est la première fois qu'il revoit sa mère après 4 ans. C'est ma tante, c'est ma grand-mère. À l'époque, là, il ne pouvait pas dire que son père, son mari, était mort. Il va dire, c'est ça, ouais, dis ça à mon mère quand je parle, parce qu'il va partir, et ça je ne peux pas couper ça. Tu dis ça quand je parle. Donc, ça, c'était ma tante Ali a fait. Et le même soir que ma tante a dit que son père était mort, on a dû évacuer ma grand-mère à l'hôpital. Elle avait un arrêt cardiaque. C'est une grande nouvelle, évidemment, que le soldat belge est venu à Meaux, donc tout le temps était présent pour lui accueillir, mais c'était de très peu de temps, hein, parce que le lendemain, il devait repartir, parce que son unité lui attend à Bourg-Léopold. C'est ce moment-là où ils ont fait un grand combat en Irlande. C'était à Thorn. À Thorn, c'était son plus mauvaise expérience de sa carrière, de ses expériences militaires. Ils ont perdu beaucoup de soldats à Thorn, parce que là, je raconterai encore plus après. 11, quelle date, hein? 11 novembre 1944, ils ont fait une grande attaque à Thorn. 11 novembre, le jour après de la Première Guerre mondiale. Ils ont reçu le commande d'attaquer le Salomon en Hollande. Comme j'ai dit, beaucoup de victimes. C'est l'enterrement de quelques collègues, quelques camarades de mon père. Le jour de l'attaque, un grenade, un bon fusil. Un grenade est tombé sur la cuisine des compagnies. 4 morts. Comptons, 4 morts. Le lieutenant Robert est parti sur une investigation avec chef Francois. Chef Francois, comme j'ai déjà raconté, n'a jamais retourné. Il était disparu de ce temps-là, 11 novembre 1944. Mais puis, ils ont dû faire une attaque aux Allemands avec le support des blindés américains. Mais les Allemands étaient très forts, ils ont bien caché à l'autre rive et ils ont dû interrompre l'attaque parce que c'était trop dangereux, ils devaient se retirer au camp. À l'époque, là, la Meuse était inondée. Tous les camps, tous les champs étaient pleins d'eau. Il y avait une plague de mosquitos, là. Donc c'était une période vraiment très dure pour lui et aussi pour ses camarades. Et l'autre anecdote est qu'à un moment donné, son lieutenant Robert est gravement blessé. Et il y a un sergent qui s'appelle Silverman. Il se présente volontairement pour aller chercher son lieutenant. Donc il a pris un jeep, ils sont partis, ils ont amené le lieutenant Robert sur le capot de jeep. En revenant, il roule sur une mine, l'explosion, et les deux étaient morts. Le chauffeur Silverman, le volontaire, était mort. Le lieutenant Robert aussi. Il y a aussi un troisième soldat qui était dans le véhicule, mais on ne sait pas qui c'était. Il était blessé, mais il n'était pas mort avec l'explosion du mine. On ne sait pas, juste un moment, juste ce jour d'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui était le troisième militaire dans le véhicule. Et Silverman, il est enterré à Bourg-Léopold. Il y a un cimetière militaire, et Silverman est enterré là, à Bourg-Léopold. Un autre anecdote
il y a un lieutenant qui a été blessé aussi, on l'a évacué. Mais on l'a évacué. Ça, c'est l'évacuation d'un lieutenant Rome, direction hôpital. Mais c'était trop tard parce qu'il était déjà mort du moment de l'évacuation. Ça, c'est un monument à Thorn, avec tous les noms des soldats qui ont été tués. Mon père a visité le monument une fois, il y a 15, 20 ans. Il n'a jamais retourné, parce qu'il est trop émotionné au moment qu'il est là. Ils n'ont jamais participé au commémoration, sauf le 77e anniversaire, mais avant, jamais. L'enterrement de son lieutenant Drolet, ce sont les images des réenterrements de Joséphine Calais sur le cimetière de Maastricht. Mais le film sur YouTube, c'est très émotionnel, c'est très impressionnant. Ça, c'est Piron qui reçoit la médaille de Montgomery à Bruxelles. Après les combats à Thorn, la brigade Piron se ressemble à Ham, à la rivière Dun, à Tunis, Et puis on pose la question à tous les soldats, est-ce que vous voulez rester dans votre unité ou est-ce que vous préférez travailler plus à gauche? Mon père n'a pas hésité. Moi, j'en ai assez, j'ai fait mon devoir, j'ai fait ce que je devais faire, mais maintenant ça suffit, je préfère de rester arrière. Et puis la guerre se terminait pour lui à Tunis. Ça ne veut pas dire que la guerre en général était finie parce que la brigade Piron a encore fait des combats très lourds à Ardennes et tout ça. Mais pour mon père, la guerre finissait à Tunis. Donc ça suffit pour moi. Et après la guerre, quand la guerre finissait, mon père était à Kaatsheuvel, à Efteling, à Kaatsheuvel. Il dit que je me souviens encore, une énorme fête avec des feux artificiels, un grand bal de musique, tout le monde était dansant dans la rue. Ça, je me souviens ça encore comme c'était la fête qu'on a annoncée. Et puis après Tunis, après la fin de la guerre mondiale, les soldats devaient encore en occupation. Alors, mon père était à Ludinghausen. À Ludinghausen, la photo. Et à Ludinghausen, à un moment donné, il y avait une inspection des troupes par général Piron. Le lieutenant commandant Piron était déjà devenu général après la guerre Seconde Guerre mondiale, l'inspection à Ludinghausen. Et les troupes, les soldats, sont alignés. Et le général Piron passe les troupes pour les saluer. À un moment donné, il voit mon père, il s'arrête et il dit vous étiez avec moi en Angleterre. Il serrait la main et c'était aussi pour moi, pour mon père, comme moment très émotionnel que son général lui reconnaît. Il parle encore de ça. Il ne parle que de son lieutenant. Et le général Piron, au moment qu'il a serré la main à Ludinghausen, il le reconnaît au milieu de 200 militaires. C'était une anecdote très exceptionnelle. Mais bon, la guerre finie, on est retourné en Belgique, il va de nouveau travailler dans une usine où il travaillait avant la guerre. C'était une usine où on rassemble des vitres. C'était Gravenbelbeek en hiver. Il a toujours travaillé, il n'a jamais eu un autre boulot, il était coupeur là-bas, avant la guerre, et après la guerre, il se retirait à l'âge de 56 ans. Donc il est 54 ans.
c'est un mec assez... il coupe beaucoup pour la société. Donc bon, il a toujours dit j'ai vérité parce qu'il a travaillé 40 ans presque aussi. Bon, c'est l'histoire de mon père. On parle souvent d'une aventure, pour moi c'est pas une aventure. Moi j'ai eu une aventure, j'ai fait un tour du monde avec le Stade Hugo, c'est une aventure, mais c'était ma propre choix. Son aventure n'était pas sa propre choix, c'était son devoir. Et les circonstances étaient complètement différentes. Je me fâche quand on dit que c'était une aventure, c'est pas une aventure. C'était un épisode dramatique dans la vie de mon jeune homme. Et toujours tout, moi, je n'étais pas un héros, je dis, avec cette expression, je vais finir. Je ne suis pas un héros, mais j'ai toujours fait ce que je devais faire. J'ai fait mes devoirs. Merci pour votre attention. Ça, c'est le lieutenant à Evere à Bruxelles. Et mon père est un soldat qui porte le cercueil, mais il est à l'autre côté. On ne le voit pas, mais il est de l'autre côté. Mais il a porté le cercueil de son lieutenant en 1945, quand il avait enterré à Evere à Bruxelles. Merci. Vous comprenez maintenant, quand j'ai dit qu'il y avait dans la vie des souvenirs tout à fait inoubliables, eh bien, ces 3 heures passées dans ce hall à Mereuil, puisque M. Victor Hannes est dans un hall là-bas, ces 3 heures ont été tout à fait ancrées et bien enracinées dans ma mémoire. Et ces moments d'émotion vécus encore aujourd'hui, je les ai vécus face à M. Victor Hannes, qui parlait effectivement du général Piron, qui, devant des centaines et des centaines de militaires, dit justement à M. Hannes, vous étiez avec moi en Angleterre, vous étiez avec moi en Normandie. C'est bien sûr de toute beauté, ce sont des souvenirs, encore une fois, tout à fait inoubliables. Moi, ce que je retiens aussi, et c'est ce que j'ai dit dans mon introduction, France, c'est qu'on n'échappe pas finalement à son destin. C'est vrai que finalement, les parents partent comme ça. D'abord, ils sont séparés tout simplement parce que la maman ne parvient pas à rouler à vélo, ne roule pas à vélo, ils sont séparés, ils se retrouvent finalement à Rouen, puis à Cherbourg, intimement persuadés qu'ils vont rejoindre le sud de la France, et non! Ce n'est pas le sud de la France, mais c'est l'Angleterre. On a 15 ans, puis on a 18 ans, on reçoit effectivement cet enrôlement et on est obligé, en quelque sorte, de participer à la guerre, à ce débarquement, non pas au mois de juin, comme tu l'as dit, mais au mois d'août. Mais bien sûr, c'est tout à fait extraordinaire, malgré tout, bien sûr, ça ne fait aucun doute. Donc voilà, on n'échappe pas à son destin, et donc finalement, ton cher papa est comme ça, lié, embarqué dans cette guerre qui de toute façon lui échappe et nous échappera toujours, bien sûr. Ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai eu l'occasion alors de réaliser quelques, et sans aucune prétention, et après on passera au débat, mais je le dis déjà maintenant puisque j'y pense, finalement à partir de ces 3 heures vécues là-bas à Mereuil, j'ai eu l'occasion de réaliser 5 vidéos au total que vous pouvez découvrir à la fois sur ma page Facebook, donc Jean-Luc Dubard, mais aussi sur YouTube. En fait, il y a 2 séquences finalement, parce que la matière était tellement vaste, tellement riche que j'ai fait 2 vidéos, et je trouvais aussi intéressant de reprendre justement tout l'exode, tout ce cheminement de Moll, d'une part, jusqu'à finalement l'Angleterre, avec toutes les villes que tu as pu citer, France, puis ensuite ce débarquement à Romange, également la libération de la Côte-Fleurie, et surtout, bien sûr, puisque nous sommes ici à Rongy, ce passage par Rongy, ensuite Bruxelles, etc., et enfin la Nord. Et donc, tout l'exode, également rappelé en 3 minutes, finalement, ce qu'était cette brigade Piron, ça me semblait aussi tout à fait essentiel, d'autant plus que je ne connaissais pas forcément très bien non plus avant de vous rencontrer cette même brigade Piron. Alors voilà, je pense que vous avez peut-être des questions à poser à Fons Hannes, n'hésitez pas, c'est le moment, c'est l'instant, vous l'avez devant vous et nul doute qu'il pourra répondre sans aucun problème à vos questions, à vos interrogations. Toujours difficile bien sûr de s'exprimer comme ça en public. Tout est clair, tout est net. Que pensait votre père et la brigade Piron de la tactique du général Montgomery?
je ne peux pas répondre à ça parce qu'on n'a jamais discuté avec mon père de la technique militaire. Mais je sais qu'il était heureux de ne pas être en première ligne pour débarquer. Et que c'était une décision politique. Parce qu'il voulait préserver la militaire pour la libération de Belgique. Et en ce qui concerne la tactique, ça peut être une forme de tactique, mais c'est plutôt une décision politique chez moi. C'est pour ça qu'ils ne sont pas partis pour Havre, mais bel et bien ils ont fait demi-tour pour libérer la Belgique et donc passer par Angers. L'image que vous voyez maintenant, c'est le cinéma Crystal Palace. Ça existe encore et c'est dans le cinéma que tous les réfugiés ont été rassemblés. Et depuis cet endroit, on a installé les réfugiés dans les familles en la direction de l'environ de Londres. C'est la Crystal Palace existe encore. Se souvient-il de son passage à Rongier? L'entrée en Belgique, se souvient-il? Est-ce qu'il se souvient de son passage à Rongier? Et là, je pense... Il se souvient encore, mais pas profond. Moi, je me souviens mieux de la libération de Bruxelles, notre entrée à Bruxelles, parce qu'il y avait tellement de monde, et tout le monde, on se sentait libéré. Et puis, à Rongier, on est en train d'avancer. On ne s'arrêtait pas, mais on est en train d'avancer. Mais aussi, à Rongier, il se souvient qu'il y avait du monde aussi, mais pas la même manière qu'à Bruxelles. Il se souvient encore de la passage ici, mais pas profond comme Bruxelles. Et tu dis aussi que ces souvenirs sont finalement mélangés, puisqu'il y a beaucoup de tristesse en lui, et beaucoup de joie également. Oui, en plus, beaucoup de ces mélanges sont mélangés. Parce qu'il parle souvent de notre capitaine dans la brigade qui n'existe pas. Mais il n'arrête pas à parler, il est complètement sûr que cette capitaine existait, mais ce n'est pas vrai parce qu'on a fait des recherches et il n'existe pas. Mais c'est à cause de traumatiques pendant la guerre mondiale qui ont traité de confuser quelques passages de sa vie, qui est plus ou moins normal, je trouve. Il y a tellement des images qui sont dans sa tête qui sont restées dans son corps pendant 75 ans. N'oublie pas qu'il a toujours gardé toutes les informations pour lui-même, même avec le mec de Marine qui voulait reconstruire le mort de tous les soldats. Il a écrit une lettre, parce qu'à l'époque, il n'avait pas l'Internet, ni la GSM non plus. Il a écrit un livre, est-ce que vous ne voulez pas... J'ai écrit un livre à M. Logis, Marcel Logis, en expliquant ce qui s'est passé avec Johnny Vincart, qui est parti en patrouille, mais jamais revenu. Marcel, le papa, il était content parce que son archive était complet. Puis il m'a répondu, est-ce que ton père ne veut pas devenir membre de notre association? Pas du tout, pas de question. J'ai répondu dans la lettre, et c'était tout. Le coffre était fermé l'autre fois pour notre 20 ans. Et c'est bizarre parce que j'ai dit, papa, quand tu avais... Pourquoi tu n'as pas parlé plus tôt de tes expériences? Parce qu'il y a un monde s'ouvre, le monde s'est ouvert pour toi maintenant. Avec toute la commémoration, il a reçu une médaille de corporal d'honneur de Bourg-Léopold, de la brigade Bourg-Léopold. Il a reçu encore quelques médailles de Hollande, comme libérateur de Hollande. On est en train d'attendre la Légion d'honneur, la médaille de Légion d'honneur. Mais c'est seulement donné aux soldats vivants. On ne parle la Légion d'honneur posthume. Dans le monde, parti il y a 2 ans, je sais maintenant que c'est accepté, mais ouais, je crois que notre camarade Macron a des autres choses à faire maintenant avec cette situation politique que donner à notre Légion d'honneur. Mais ce sera la finale contribution pour lui, peut-être la Légion d'honneur. Mais on l'attend. Il a encore le temps, il a 100 ans, il a encore le temps, combien, on ne sait pas, mais à ce moment-ci, je crois qu'il va continuer encore quelques années. Avec son whisky chaque jour, chocolat chaque jour, cassonade chaque jour,
Et en plus la mayonnaise. Et il vient de recevoir 35 litres pour son anniversaire. Ouais. Il a reçu 238 cartes d'anniversaire et 38 bouteilles de whisky. Il dit toujours que c'est son secret, hein? Manger mayonnaise, garçonnade, chocolat et le whisky. Tout va bien. Qu'est-ce que ça représente en effectif, la Brigade Piron, au départ de l'Angleterre et à sa dissolution? Combien d'hommes? Quand on est parti, je crois que c'était environ 2200, 2400 environ. On ne sait pas exactement, parce que c'est difficile, parce qu'il y a des autres soldats qui ont rejoint la Brigade Piron à Bruxelles, les autres à Kaatsheuvel, à Demise, pour la dernière campagne hollandaise. On se dit, mais disons que c'est 2400 environ. Moi, je voulais dire aussi, sans entrer dans les détails et les coulisses de notre commission, mais que nous avons essayé de participer justement à cette Légion d'honneur. Mais comme on n'a pas la Légion d'honneur et comme on fait très bien les choses en Arrangie, ben finalement, Fonce, pour son papa, recevra 2 médailles mardi après-midi. Parce que justement, je vous invite d'ores et déjà à participer aux grandes manifestations, aux grandes festivités de mardi après-midi. Et j'en profite puisqu'il y a des déjantés gentils ici avec moi. Mais c'est vrai qu'avec Eliane, avec Violette, avec Christelle Lemaire et avec moi-même, donc il y aura une petite scénette d'une dizaine de minutes où nous retraçons justement l'exode et la vie de Victor Hanès. Donc tout son périple et tout ce que vous avez, non pas tout ce que vous avez entendu bien sûr, parce qu'en 10 minutes, 12 minutes, 13 minutes, grand maximum, d'accord? Il faut essayer de tout dire, il faut essayer de dire une conférence d'une heure 10 peut-être en une dizaine de minutes. En tout cas, on a essayé de faire un petit quelque chose, et donc ça sera mardi après-midi. À partir de 15h30, il vaut mieux arriver très tôt, on est bien d'accord, ça va commencer vers 16h10 à 16h36 exactement, le passage de 2 avions débarqués, etc. Enfin, vous savez, à Rogy, ils font toujours très bien les choses. Et puis c'est tout, et non seulement à Rogy, mais dans l'entité de Bruno, faut-il le dire. Bien. D'autres questions? Il ne faut pas le faire mourir. Oui, Michel? Il ne faut pas le faire mourir. Ben oui, c'est ça, exactement. Ni non plus avec cette transpiration qui nous gagne. N'oublie pas que nous avons la pluie pendant 3 semaines. Yasmine. Une petite question, c'est le privé, on va dire, mais juste après, une fois que la guerre a été terminée, toutes ces personnes qui ont combattu pour libérer notre pays, est-ce qu'elles ont eu une reconnaissance, à part des médailles, est-ce qu'on les a aidées à trouver du travail ou... Est-ce qu'il y a eu une aide après la guerre? Est-ce qu'il y a une aide de l'État, Il y avait une aide, mais c'était plutôt une aide politique. Parce que mon père habitait à Mont. Ils ont lui offert place comme police, agent de police. Mais et maintenant ça va très bien. Pour obtenir la place, il était obligé de jouer la musique dans la chapelle catholique de Mont. C'est vrai. Il a refusé parce qu'il jouait, il était un tambour avec la petite caisse. Mais il jouait chez l'Harmonie socialiste à Mont. Mais après la guerre mondiale, on a lui offert une place comme agent, mais avec les conditions qu'il devait participer à Harmonie catholique. Mais je sais que son GSM, il est devenu police. Ouais, champêtre. Il est devenu champêtre après la guerre mondiale. C'était M. Lambert aussi devenu champêtre. Et je sais que quelques gens ont été offerts certaines positions, mais certains aussi avec des conditions politiques. Mais à l'époque, je ne dis pas que c'est normal, mais c'était la culture à l'époque. Je pense que c'est mieux de ne plus parler de ça. Mais ben, c'est effectivement, on a fait des gens de travail avec des conditions. Il est temps de conclure maintenant. Ah, Fonce!
Ah, Fons, si je pouvais parler la langue de Vondel comme tu parles la langue de Molière, s'il te plaît. Tu as 3 jours pour essayer, parce que Fons va rester 3 jours ici parmi nous, mais tu as 3 jours pour inculquer un peu de néerlandais, s'il te plaît. Ouais. Mon français n'est pas impeccable, mais je sais, je fais le mieux que je peux. Hein. Mais j'ai fait mon service militaire en Allemagne, dans une unité francophone, et ça m'a aidé beaucoup. Et puis le tour du monde que j'ai fait pendant 3 ans, ça m'a aidé aussi beaucoup. Merci beaucoup.